Merci beaucoup. Merci. Bien évidemment, ça me fait chaud au cœur quand je vois une salle aussi pleine que celle-là. Donc, du fond du cœur, je vous dis merci. Ne pas avoir le sentiment que nous sommes seuls, mais que nous sommes ensemble à crier contre ce qui est en cours actuellement à Gaza. Vous avez bien voulu faire ma biographie rapidement. Et donc, j'ai connu bien des zones de guerre. Et d'ailleurs, depuis mon enfance, puisque je suis né en Algérie et j'ai connu la guerre d'Algérie. Et qu'en 1962, j'ai été réfugié aussi, parti avec ma mère, mes sœurs, 2 valises dans un bateau pour nous ramener sur Marseille, accueillis par la Croix-Rouge, avec des sandwichs, se retrouver dans une pièce à Paris, 4. Nous étions 4 dans une seule pièce, 2 dormaient sur le matelas, 2 autres par terre, etc. C'est 62, c'est les pieds noirs et leur arrivée pendant cette période. Donc je suis très sensible à la cause des réfugiés, bien évidemment, puisque je l'ai vécu enfant, d'une manière très forte aussi. Et donc, j'ai beaucoup vu de souffrance dans toutes les zones de guerre vis-à-vis des populations. Lorsqu'il y avait encore la guerre de 70 ou la guerre de 14-18, c'était les morts se comptaient à 80% parmi les soldats et 20% pour la population. À partir de 39-45, ce chiffre s'est inversé. 80% durant les combats, la guerre de 39-45, 80% c'est la population civile du fait des bombardements massifs, y compris la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki sur une population, sur une ville. Aujourd'hui encore, toutes les guerres, d'accord, ce que nous voyons, c'est la souffrance des populations. C'est elles qui sont directement concernées. Et à l'issue de la guerre de 39-45, avec les procès de Nuremberg, est apparue en même temps la notion de crime de guerre, de crime contre l'humanité. Et dès 1948, bien évidemment, il y a eu des conventions internationales pour protéger les populations, puisqu'elles étaient directement concernées par la violence des combats. Et il y avait aussi la protection en même temps des personnels soignants, la protection aussi des lieux culturels et d'éducation aussi. Tout cela a été signé par de très nombreux pays. Or, depuis 20 ans, ce droit humanitaire international, ce droit international est complètement rejeté. Alors, bien évidemment, on voit Israël se moquer complètement du droit humanitaire et du droit international, s'asseoir complètement dessus. Mais il faut bien voir qu'il y avait des précédents et que Israël ne fait que faire ce que font les autres, y compris les Américains qui se donnent le droit, après le 11 septembre, d'attaquer l'Irak, d'attaquer l'Afghanistan, sans autorisation de l'ONU. Ils l'ont fait en massacrant des populations. Et la France et sa coalition, avec l'OTAN, a bien attaqué en même temps la Libye, mais elle n'avait pas d'autorisation qui lui venait de l'ONU. Et si nous regardons Poutine, quand il attaque, bien évidemment, la Crimée, et qu'il attaque aussi l'Ukraine, il le fait sans respecter le droit international, alors même que la Russie, comme les États-Unis, font partie du Conseil de sécurité, de ceux qui se doivent d'imposer le droit international et le respect des frontières et des États. Mais ceux-là même qui sont autour de la table, ce sont parmi eux, ce sont les 5 plus grands producteurs d'armement dans le monde. Et ceux-là même qui devraient faire respecter le droit international ne le respectent pas. Alors fort de ça,
l'extrême droite fasciste israélienne. D'accord ? Puisque les autres le font. Et puis de toute façon, les autres ne disent rien. Moi aussi, j'ai mon droit, qui est en fin de compte le droit du plus fort, et pas du tout le droit, d'accord, et le respect des conventions internationales qu'ils ont pourtant signées. Alors, se pose véritablement, et on est arrivé à une situation extrême avec Gaza, totalement extrême. C'est-à-dire que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, d'accord, font que nous avons le sentiment non seulement que le droit humanitaire et le droit international n'est pas respecté, mais même que l'humanité n'est pas respectée. Et que nous sommes devant une situation de régression de ce sentiment d'humanité. C'est-à-dire qu'on se donne le droit de massacrer, on se donne le droit de tuer, sans prendre garde, bien évidemment, que ce sont des innocents, qu'ils ne sont pas responsables du crime du 7 octobre, cette population de Gaza. Et dès lors, dès le début, quand les Israéliens ont commencé à bombarder, à fermer Gaza complètement, tous les postes frontières ont été immédiatement fermés, et qu'ils ont assiégé Gaza, et qu'ils ont bombardé, terrorisé, présence des snipers, présence des drones, etc., au même temps qu'ils bombardaient le siège de Médecins du Monde, le siège de Médecins sans frontières, le siège de l'ONU à Gaza, le siège de Caritas International, Caritas Jérusalem à Gaza, bombardé au même temps. Qu'ils empêchaient et qu'ils bombardaient aussi les hôpitaux, qu'ils rentraient à l'intérieur des hôpitaux. Devant tout cela, nous avons, toutes les ONG, bien évidemment, nous nous sommes mobilisés en disant nous voulons y aller, il faut protéger ces populations, on ne peut pas laisser faire cela. Mais les Israéliens nous ont empêchés d'y aller, dès le mois de novembre. Et donc nous avons fait quelque chose qui ne s'est jamais fait, c'est-à-dire nous avons créé un collectif des plus grandes ONG internationales, je dis bien internationales. 45 ONG, nous avons créé un collectif pour condamner cette situation de fait. La situation de fait à nous, ONG, de pouvoir aller là où il y a des populations en souffrance et leur apporter l'aide dont ils avaient besoin, on nous empêchait d'y aller. Et donc nous avons créé ce collectif qui continue à fonctionner. Et nous avons des réunions par visio toutes les semaines pour essayer de développer un plaidoyer. Et nous avons demandé d'emblée, dès le départ, un cessez-le-feu immédiat et permanent. Un cessez-le-feu immédiat et permanent. Bien évidemment, nous n'avons jamais été entendus. Bien sûr, nous avons été reçus à l'Élysée. D'accord ? Et nous y sommes allés. Parmi les plus grandes ONG, les 45 ne pouvaient pas, mais nous étions 7 à être présents à l'Élysée, reçus par la conseillère diplomatique de l'Élysée. Monsieur Macron, le lendemain, devait partir en Israël. Comme tous les présidents, d'accord, aller en Israël pour soutenir Israël et au même temps leur donner un blanc-seing. Vous avez le droit de vous défendre. Qui a dit le contraire, qu'ils n'avaient pas le droit de se défendre contre le Hamas, mais pas de massacrer la population. Bien sûr, mais tous sont partis là-bas, encourager les Israéliens à se battre et à se défendre contre le Hamas. Le lendemain donc, Macron devait y aller. Et quand nous avons été reçus à l'Élysée, à la conseillère diplomatique qui nous recevait, je lui ai dit, dans la situation actuelle à Gaza, qui terrorise la population, qui l'oblige à se déplacer vers le sud, qui ferme complètement et qui assiège complètement Gaza, la France devrait
se singulariser par un autre discours que celui de va-t-en-guerre et de laisser libre cours et autoriser ainsi Israël à pouvoir exercer sa violence. La France devrait pouvoir se singulariser en faisant respecter le droit humanitaire international. Ce sont là les valeurs, le droit de l'homme, ce sont les valeurs qui sont portées par notre pays. Et le président de la République devrait se singulariser en parlant justement plutôt de la défense des droits humanitaires et des droits internationaux. Peut-on espérer que cela soit? En fait, il va là-bas. Et alors, chose étonnante, il propose une coalition internationale, à l'exemple de ce qui s'était passé pour Daesh, pour justement éliminer le Hamas. Comme si les Israéliens unis aux Américains avaient besoin d'une coalition internationale pour aller se battre dans une enclave fermée, d'accord, contre le Hamas. Est-ce qu'ils avaient besoin de ça? D'ailleurs, ça a été un flop total. Au niveau, bien évidemment, de la diplomatie française, personne ne s'attendait à ça. Et ils ont fait du rétropédalage, parce que c'était le flop le plus total, d'accord? Personne n'a relevé, au fond, et la position française n'était pas celle que l'on aurait dû entendre. Alors nous sommes revenus à l'attaque, de nouveau, et nous avons été reçus par le directeur de cabinet du ministre de la Défense pour condamner cette position-là. D'accord? Alors voilà qu'il change de position, M. Macron, et organise en une semaine, d'accord, la première réunion internationale à Paris pour Gaza, d'accord, pour trouver de l'argent. Parfait, on n'a rien à dire. Tiens, voilà, il nous a peut-être entendus. Il nous a peut-être entendus. Alors, la semaine suivante, il y a cette réunion internationale, la première, qui s'est tenue à Paris, sur Gaza, pour savoir, effectivement, si nous pouvions, pour l'aide humanitaire à Gaza. La France était prête à mettre en avant 100 millions, d'accord? Et alors, bien évidemment, nous avons demandé à participer à cette réunion internationale. Je vous dis, nous étions 45 ONG. Alors on nous dit aux affaires étrangères, d'accord. Oui. Eh bien, il faudrait qu'il n'y en ait qu'une qui prenne la parole, pour tous, et vous aurez 3 minutes. Alors, nous avons dit, dans ce cas, on ne vient pas. Pas du tout, vous vous moquez de nous. S'il y a des gens qui ont une vue de ce qui se passe sur le terrain, c'est nous. À travers les gens qui travaillent pour nous sur le terrain, etc. Nous savons. Et vous voulez nous donner 3 minutes, une seule? Non, nous refusons. Alors on a réussi à obtenir 6 minutes. 2 ONG, une ONG humanitaire et une ONG des droits de l'homme. OK. Nous avions prévu de faire une conférence de presse à l'issue de cette réunion internationale. Et la mairie de Paris avait mis à notre disposition le petit théâtre qui est près de l'Élysée. Nous étions là avec la presse internationale en attendant la fin. Bien évidemment, nos collègues, 2 collègues, Médecins sans frontières, et il y avait aussi une ONG norvégienne, étaient à l'intérieur et nous étions à l'extérieur. Et à ce moment-là, nos collègues à l'intérieur nous envoient un message en nous disant « C'est en live. Vous pouvez aller sur Twitter et la conférence est filmée. » Alors on se branche effectivement et on a l'intérieur de la salle. M. Macron est là présent, les délégués sont là sur le plan, sauf Israël bien évidemment, n'est pas présente. M. Macron ouvre la parole, etc. Et puis donne ensuite la parole aux uns aux autres, etc. Ça dure à peu près 1 heure. La France met en avant le fait qu'il faut absolument pouvoir collecter des fonds pour l'aide humanitaire à Gaza.
Et au bout d'une heure, M. Macron se lève, fait le tour de la salle et quitte la salle. Et c'est la ministre des Affaires étrangères qui prend la présidence. La réunion internationale était prévue aller de 11h à 13h. 11h, 13h. Dès que M. Macron est sorti, des serveurs rentrent avec des sandwichs et des boissons. Alors nos collègues à l'intérieur nous envoient en disant « ils se foutent de nous, ils sont en train de casse-croûter ». On est devant une situation humanitaire catastrophique. La réunion ne doit durer que 2 heures, d'accord, et ils ont besoin de manger. Et on voit la ministre des Affaires étrangères, la bouche pleine, donner la parole aux délégués polonais. Alors je leur envoie un message, sortez, ne restez pas. Ne restez pas à l'intérieur, sortez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et nous avons ensuite dénoncé, d'accord, cette mascarade. Nous avons dénoncé ces crimes contre l'humanité, nous avons dénoncé ces crimes de guerre, nous avons dénoncé devant la presse. D'accord ? Le déplacement des populations, c'est un crime de guerre. C'est un crime contre l'humanité. Assiéger, c'est aussi un crime. Bombarder les populations sans discriminer, c'est un crime. Et il y a cumul de crimes de guerre. Nous étions déjà au mois de novembre, c'est-à-dire il y a déjà plus de 16 mois de cela, que nous n'avons pas arrêté. Quand on regarde la stratégie mise en place par Israël, c'est exactement la stratégie développée par les Russes. C'est-à-dire, quand on regarde ce qui s'est passé en Tchétchénie, on encercle une ville et on la bombarde constamment, obligeant, terrorisant, etc. Et quand enfin les gens n'en peuvent plus parce qu'ils n'ont plus de nourriture, plus à boire, etc., ils se rendent, on vide, écoutez bien ce que je dis, on vide la ville et on épure. On laisse sortir les femmes, les enfants, les personnes âgées. Les hommes jeunes, on les retient. Et ils sont éventuellement torturés, etc., pour savoir quels sont les combattants qui se cachent au milieu des gens. Et après, on laisse rentrer la population, celle qui a été épurée. Et après, on met un nouveau gouvernement en place. Stratégie utilisée de nouveau par les Russes en Syrie, Alep. Le siège a duré 6 mois. Les bombardements étaient sans cesse. L'utilisation du chlore contre la population, l'utilisation du sarin contre la population, un siège de 6 mois. Il n'y avait plus d'eau. Les gens foraient dans les sous-sols pour essayer de trouver de l'eau avec des problèmes d'hépatite, des problèmes de dysenterie, etc. pendant 6 mois. Et nous sommes intervenus aussi à l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la même chose, la population, on l'a fait sortir. Et on la trie. Et qu'est-ce qu'ont fait les Russes à la Routa, dans le sud de Damas ? 8 mois de siège. Et on interdit même la sortie des blessés. Plus de 5000 personnes, plus de médicaments, plus de matériel, plus rien pendant 8 mois. C'est ce qui s'est fait à la Routa en Syrie. Et tout le monde n'a rien dit. Et on a laissé faire. À Mariupol, c'est pourquoi je suis parti en Ukraine immédiatement, parce que je savais, j'avais vécu en Syrie la manière dont les Russes faisaient la guerre, et quand ils ont envahi l'Ukraine, eh bien ils allaient procéder de la même façon, ils allaient attaquer Kiev, encercler Kiev, et puis ils allaient continuer à bombarder sans cesse, et ils allaient terroriser la population. Dans la périphérie de Kiev, les massacres, dans la périphérie de Kiev contre la population. C'était exactement ce que les Russes allaient faire de Kiev. Mais ils n'ont pas réussi à le faire grâce aux Américains qui informaient en même temps les forces ukrainiennes. Et donc ils se sont repliés. Mais sur Mariupol, c'est comme ça que ça s'est passé sur Mariupol. Et ils ne voulaient absolument pas de corridor humanitaire pour évacuer les blessés.
Ils n'ont pas laissé faire jusqu'à ce que Mariupol tombe. Alors quoi? Que font les Israéliens? Ils font exactement ce que font les autres. Et nous n'avons rien dit. Nous n'avons rien dit en Syrie. Nous n'avons rien dit en Ukraine. Nous n'avons rien dit et nous ne disons rien là maintenant. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire? C'est que maintenant, depuis 20 ans, nous laissons faire et nous ne disons rien. Et où? Jusqu'où cela va-t-il aller? Jusqu'où cela va-t-il aller? Si aujourd'hui nous ne nous levons pas, si aujourd'hui d'une manière très forte nous ne nous révoltons pas dans le monde qui est en train d'advenir, pour nos enfants, nous avons connu le XXe siècle, nous avons connu les massacres durant tout le XXe siècle, les millions, les villes détruites. Nous rentrons dans le XXIe siècle, d'accord, avec des hommes du XXe siècle qui nous gouvernent, des Trump, Bolsonaro, Poutine, Erdogan. Ce sont des hommes du XXe siècle, ce sont des hommes de la confrontation, ce sont des hommes de la violence. Or, nous sommes dans une période où notre humanité, là, nous devons nous battre contre le réchauffement climatique et tout ce qui va arriver, le manque d'énergie. Et nous allons nous battre. En laissant faire comme ça, nous allons nous battre les uns contre les autres. Nous avons laissé faire avec le chimique en Syrie. Maintenant, on vous parle du nucléaire. Et on vous parle de l'utilisation possible du nucléaire. Ils vont finir par détruire notre humanité. Ce qui se vit à Gaza, c'est une véritable horreur. Quand je suis rentré, et c'était impossible de rentrer, j'ai réussi avec 7 autres Français. 6 médecins nous étions et une infirmière, Iman. Nous avons réussi à nous greffer avec une ONG américaine. Et donc nous étions la première mission au mois de janvier 2024 à rentrer à Gaza, par l'Égypte, par Rafah. Nous étions une vingtaine. Quand nous sommes passés le poste frontière, nous sommes passés par la ville de Rafah pour aller à l'hôpital européen. Vous passez dans la ville de Rafah et vous vous dirigez vers le nord en direction de Khan Younes. Et c'est là, la périphérie, que se trouve l'hôpital européen. À Rafah, vous aviez une foule énorme qui était là, et les 2 véhicules qui nous transportaient avaient du mal à avancer. Il y avait tellement de monde. Quand nous sommes arrivés dans la périphérie de l'hôpital européen, il y avait 25 000 personnes autour de l'hôpital européen qui étaient venus se réfugier, espérant éventuellement être protégés par la présence de l'hôpital. 25 000 personnes. On les avait obligés depuis le nord à descendre et personne ne les attendait. Personne ne les attendait, aucune tente, bien évidemment, aucune structure n'avait été mise en place. S'il y avait eu le sens humanitaire et s'il y avait une véritable stratégie de faire se déplacer les populations pour pouvoir isoler le nord en vue d'une attaque contre le Hamas, pour isoler le Hamas, etc., retrouver les tunnels, etc. S'ils avaient eu une seule stratégie comme ça, ils auraient pu prendre, bien évidemment, en compte cette population qu'ils obligeaient à se déplacer et de pouvoir mettre des tentes, éventuellement, distribuer de la nourriture pour cette population. Mais pas du tout. On les a forcés à partir. Et ils sont arrivés dans Rafah, ville de 200 000 habitants qui est née maintenant ensuite à 1 200 000. Et donc, les gens se sont installés. Ils se sont fait des abris de fortune le long des trottoirs, etc., avec des bâches, avec des tapis, avec ce qu'ils trouvaient, etc., ce qu'ils trouvaient dans les décombres. Bien évidemment, ils prenaient du bois, ils essayaient de se trouver, mais il n'y avait pas de nourriture non plus, il n'y avait pas d'argent.
Bien évidemment, ils avaient de l'argent, mais il n'y avait rien qui fonctionnait pour pouvoir retirer de l'argent quelque part et acheter. Est-ce qu'on pouvait acheter de la nourriture? Oui, il y avait encore des magasins à Rafah qui pouvaient vendre, mais d'un seul coup, les prix avaient monté. Et donc, c'était tellement cher que les gens ne pouvaient pas. Et c'était une population complètement désœuvrée. Vous auriez cru en plein Champs-Élysées, le 14 juillet, tellement il y avait du monde, impossible de marcher. Il y avait en même temps les ânes qui étaient devenus la seule moyen de transport puisqu'il n'y avait plus d'essence à l'intérieur et que le litre d'essence coûtait 30 $. Je dis bien le litre d'essence coûtait 30 $ à ce moment-là. Alors on voyait les systèmes apparaître, vous aviez des motos avec des bouteilles de gaz derrière et le gaz était envoyé directement sur le moteur. Et même chose pour les voitures, etc. Et cette population complètement désœuvrée marchait et attendait et en même temps se faisait bombarder. Et à l'hôpital, quand nous sommes arrivés avec nos véhicules, les gens à ce moment-là, autour de l'hôpital, se sont rendus compte que nous étions arrivés, que nous étions de l'étranger, que nous étions là. Ça faisait des mois, depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de janvier, où personne n'était venu, ils étaient complètement abandonnés, plus de matériel, plus de médicaments, plus rien à l'intérieur de l'hôpital. Et donc, on est arrivés comme des sauveurs. La population qui s'est rendue compte que nous venions de l'extérieur, que nous étions rentrés, que nous étions les premiers à rentrer, courait derrière comme si on était les sauveurs, comme si on venait les sauver. Et ils criaient derrière notre véhicule en nous faisant des signes de victoire, etc. Et quand nous sommes arrivés devant l'entrée de l'hôpital au Khan Younes, l'ensemble de l'équipe de l'hôpital, les médecins, etc., étaient tous sortis. Et c'était un moment d'une intense émotion, on s'est embrassés les uns les autres sans se connaître. On était là. Ils étaient plus seuls. Et nous étions là. Et avec nous, chacun de nous avait réussi à apporter ce que les Égyptiens nous avaient autorisé, 23 kilos de médicaments, de matériel chirurgical, etc., que nous avons apporté. Mais à l'intérieur, c'était pire. À l'intérieur de l'hôpital, il y avait des familles installées dans tous les couloirs, dans tous les corridors, dormant par terre, sur des matelas en mousse, etc. Des femmes, des enfants qui jouaient de tous les côtés. Vous aviez des enfants partout, vous aviez des enfants qui rentraient en réanimation, vous aviez des enfants qui rentraient dans les salles au bloc opératoire, vous aviez des enfants au niveau des urgences. Et cette population, elle avait des besoins de santé primaire. Elle avait des besoins, bien évidemment, il y avait des pathologies chroniques. Et où se faire soigner? Au service des urgences. Il y avait des gens qui avaient des problèmes aigus aussi, il y avait des appendicites, il y avait des choses comme ça. Et donc ils se précipitaient tous aux urgences. Et aux urgences, c'était encombré. Il y avait plein de monde qui attendait pour pouvoir consulter. Et à ce moment-là, vous aviez les ambulances qui forçaient tout ça, qui arrivaient, qui déposaient et les morts et les blessés graves. Et comme tout était plein, comme nous n'avions plus de box pour pouvoir mettre les blessés graves qui arrivaient, eh bien, ils nous les déposaient par terre. Et vous étiez accroupis par terre devant des blessés qui présentaient des fractures, des lésions sévères, des snipers, des enfants, etc., par terre. Et vous étiez accroupis en train d'essayer de poser des cathéters, essayer d'intuber les malades, etc. Et vous aviez tous les gens qui étaient autour, qui vous regardaient, les curieux et même les enfants. C'était épouvantable. Au bloc opératoire, c'était pareil. On a fini très vite par manquer d'anesthésie. Et donc, on pouvait encore faire des anesthésies loco-régionales pour toutes les fractures, pour toutes les amputations, etc. On faisait des rachis, anesthésie, des choses comme ça. Mais on ne pouvait plus endormir d'anesthésie générale. La réanimation était pleine. La biologie n'avait plus de kit pour faire des bilans biologiques. Arrive une femme, 24 ans, diabétique, insulinodépendante depuis l'âge de 12 ans, enceinte de 7 mois. Comme elle n'avait pas assez de nourriture, bien évidemment, elle a diminué sa dose d'insuline, mais comme elle ne pouvait pas se contrôler, elle a fini par faire une des complications les plus graves du diabète, qui est le coma acidocétosique, c'est-à-dire que le sang devient extrêmement acide, et ça crée un coma. Ce n'est pas une maladie grave, ce n'est pas une complication grave. Dans un hôpital comme le nôtre, d'accord, ça se guérit très facilement. Dès lors qu'on a le laboratoire à la main, toutes les demi-heures ou toutes les heures, on peut avoir un bilan biologique et vous corrigez progressivement jusqu'à ce qu'à l'intérieur de la cellule,
eh bien, vous arrivez à apporter suffisamment de sucre pour que la cellule reprenne son rythme normal, son fonctionnement normal. On ne meurt pas. Aujourd'hui, dans un pays civilisé, techniqué comme le nôtre, comme ça l'était aussi à Gaza, on ne meurt pas d'un coma acidocytosique. Or, dans la soirée, on l'a mise en réanimation, c'est moi qui l'ai pris en charge avec le réanimateur. J'ai demandé un bilan biologique. Alors il m'a expliqué qu'il ne pouvait en faire qu'un toutes les 6 heures. Or, cette maladie nécessite un bilan toutes les heures. Et il me dit, mais je ne peux pas vous faire plus qu'un bilan toutes les 6 heures. Elle a accouché de son bébé qui avait 7 mois, qui est morte, une petite fille. Et elle a accouché, l'accouchement a été spontané. Et elle a accouché de cet enfant qui est mort, bien évidemment, de cette acidose. Le lendemain, à défaut de pouvoir surveiller correctement le potassium, etc., à midi le lendemain, elle est morte aussi. Nous étions dans une telle situation. Le bloc opératoire il y avait trop de monde. Mais il y avait du monde partout. Parce que les chirurgiens, les médecins, les réanimateurs qui étaient dans le nord, des hôpitaux du nord, avaient été évacués aussi. Donc ils étaient tous venus à l'hôpital européen, à l'hôpital indonésien, etc., de Rafah, avec leurs femmes, leurs enfants. Et ils vivaient en même temps dans l'école d'infirmières qui était derrière. Mais dans la journée, ils étaient tous là, dans l'hôpital. On ne manquait pas de médecins, on ne manquait pas de spécialistes, on manquait de moyens. On manquait de moyens et on ne manquait pas. Et au niveau de la réanimation, j'ai essayé d'organiser quelque chose, puisque c'est ma spécialité, l'urgence et la catastrophe, et les afflux massifs. J'ai voulu essayer d'organiser la consultation médicale pour les soins primaires à l'extérieur de l'hôpital, pour ne garder à l'intérieur de l'hôpital que les urgences. C'était impossible. Il y avait une telle situation de chaos que c'était impossible. Je voulais organiser à l'extérieur une consultation médicale, une sorte de dispensaire pour les gens, et laisser l'hôpital pour les urgences, c'était impossible. Du même coup, nous manquions de tout. La réanimation était pleine. La biologie ne pouvait pas fonctionner. Alors on a fait pour la première fois de ma vie, non pas de fait de trier, le triage, c'est quand vous avez un afflux et qu'il y arrive des blessés qui arrivent tous en même temps. À ce moment-là, vous triez entre ceux que vous devez prendre immédiatement, parce qu'ils vont mourir autrement, de ceux qui peuvent attendre. Et on trie urgence absolue, urgence fonctionnelle. Les fonctionnels, c'est ceux qui peuvent attendre. Les absolus, ce sont ceux qu'on va de suite prendre en charge pour essayer de les sauver. Et dans les absolus, vous avez les extrêmes urgences. Ceux qui vont risquer de mourir dans la demi-heure ou l'heure qui suit. Et il y a ceux qui vont mourir dans l'heure ou pas, mais qui vont vous permettre un peu d'attendre en prenant d'abord les extrêmes urgences. Mais si on prenait les extrêmes urgences, nous n'avions déjà plus suffisamment de matériel, sans être sûrs qu'en même temps que ces extrêmes urgences, nous allions pouvoir les sauver. Et ça allait prendre du temps et du personnel, sans être sûr. Alors vous faites ce qu'on appelle un triage inversé. C'est-à-dire que vous allez prendre ceux dont vous êtes sûr de pouvoir soigner, à peu de frais, à peu de moyens, et vous laissez mourir les autres. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. Tous les plaies du crâne, sur lesquels les snipers tiraient systématiquement dans le crâne, on les laissait mourir. Tous les thorax, tous les traumatismes, thorax, crâne, on les laissait mourir parce que c'est une association qui est éminemment dangereuse. On les laissait mourir. Mais en plus, on les laissait mourir sans accompagnement, sans morphine, puisqu'on n'en avait pas. Croyez-moi. On ne peut pas vivre 2 fois cette expérience.
Alors, je me suis senti inutile à l'hôpital européen. Je me suis senti inutile. Et donc, je suis parti à Rafah pour voir ce qui se passait à Rafah. Et j'y suis allé tous les jours. À Rafah, bien évidemment, partout les hôpitaux qui étaient à Rafah, d'accord, se retrouvaient submergés par le nombre de personnes, de gens qui avaient besoin de consulter, etc. Il y avait un vrai besoin de santé primaire. Il fallait prendre en charge cette population. Il faisait froid. Les gens se chauffaient avec du bois qu'ils allaient chercher souvent dans les décombres, qui était du bois verni, du bois peint, etc. Et ils l'utilisaient pour se chauffer, pour faire à manger, etc. Et c'était un bois toxique parce qu'il était rempli de résine, etc. Et donc il y avait énormément de bronchites chez les enfants en particulier. Il y avait des bronchiolites, etc. Il y avait énormément de pathologies chroniques aussi. Et donc, il était nécessaire de pouvoir, en même temps, soulager les hôpitaux en prenant en charge une partie de cette population-là. Et donc, forte de ça, j'ai essayé de savoir quelles étaient les structures avec qui nous pouvions éventuellement collaborer. Je suis allé à l'UNRWA, c'est-à-dire à l'ONU, au siège de l'UNRWA, où il y avait justement les ONG qui avaient pu rentrer, étaient là, pour essayer de voir un peu comment nous pouvions nous organiser tous ensemble. Et heureusement qu'il y avait l'UNRWA, heureusement qu'ils étaient là, parce qu'ils connaissaient le terrain. Et donc, il y avait Médecins du Monde, etc. Et je rencontre 2 des collaborateurs de Médecins du Monde, des Palestiniens qui avaient fui Gaza et qui se retrouvaient à Rafah. Et donc, je leur pose la question, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Eh bien, il dit, pour l'instant, on ne sait pas très bien comment nous allons nous organiser. Alors je dis, je vous propose que l'on se réunisse au ministère de la Santé. Et le ministre de la Santé était dans un hôpital de maternité et était là avec son staff. Alors ça n'a pas plu à la communauté juive française que je puisse dire que j'ai rencontré un homme admirable. Oui, je le dis, c'était un pédiatre. Le ministre de la Santé, bien évidemment, il appartenait au gouvernement du Hamas, mais il était ministre de la Santé. Et malgré la situation chaotique, la situation avec son personnel, il n'avait pas fui. Il avait envoyé sa famille en Égypte, mais lui, il était là. Et il pouvait être arrêté à tout moment et être bombardé, etc. Parce que c'était un membre du Hamas, mais il restait à son poste. Et il continuait à organiser autant qu'il pouvait dans cette situation-là. Et donc, je l'ai rencontré, et à ce moment-là, il me suggère de faire venir aussi Caritas, qui était à Gaza, et Caritas Jérusalem était là, donc nous avons eu une réunion Médecins du Monde, Caritas et moi, et de dire, eh bien, écoutez, ce que nous pouvons faire, c'est créer des centres de soins primaires, ensemble. D'accord ? Et donc, quand j'ai réussi à sortir, après ces 2 semaines, à Paris, j'ai revu Caritas, j'ai revu Médecins du Monde, et nous avons pris la décision de nous unir, de faire comment dit-on déjà, le mot m'échappe, peu importe, des partenaires, nous sommes organisés, et nous avons créé 6 centres de soins primaires, et au mois de mai, je suis retourné, là les Israéliens m'ont laissé rentrer de nous, là, pour la 2e fois. La situation s'était un peu calmée, alors globalement, c'était mieux. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des négociations en cours en Égypte. Et donc, il planait un certain sentiment d'une espérance dans l'air. Voilà. Il faisait beau, il ne pleuvait pas, alors qu'en janvier, il y avait de l'eau partout, qui stagnait, il y avait des poubelles partout, il y avait des ordures, etc. C'était vraiment quelque chose de terrible là. Un sentiment de, bon, il peut y avoir quelque chose de bon qui va sortir. Et donc, il y avait de la nourriture qui était rentrée, on en trouvait. Et donc, et nous avons monté nos centres de soins primaires, etc. On a réussi à les mettre en place. Au même temps, je vous dis, l'état d'esprit était vers l'espérance. Et dans un camp, on m'a invité à assister à un mariage, le soir. Et donc,
pour vous dire en même temps la force de résilience de ces couples. Et il y a eu 2 mariages dans ce camp qui s'est organisé, et puis voilà, on a assisté à la soirée, là. Et donc, tout allait bien, quand tout d'un coup, on entend dire que les Israéliens ont rompu les négociations et qu'ils ont décidé d'attaquer Rafah. Alors, c'était un vent de panique. Dès lors qu'ils ont annoncé l'attaque sur Rafah, ils ont commencé à larguer des tracts sur la population. Ils avaient divisé Rafah en différents types de quartiers, en demandant aux gens de tel quartier de se déplacer vers un autre quartier, etc. Ils avaient tout, et ils envoyaient. Immédiatement, nous étions, je vous dis, il y avait toujours plein de monde dans les rues, etc. Immédiatement, vent de panique. Les gens allaient faire des courses pour essayer de faire des réserves. Ça courait de tous les côtés, etc. Il y a vraiment un phénomène de panique. À un moment donné, je vois des œufs. On ne trouvait pas d'œufs. Le prix de l'œuf était à plus de 1 euro. 1 euro l'œuf. Et nous étions invités le soir par un chirurgien qui nous avait invités à manger le soir. C'est la première fois où je suis invité chez quelqu'un et j'amène des œufs. D'accord ? En disant, voilà, j'en ai trouvé en marchant dans le marché, j'ai trouvé des œufs. Et donc, à ce moment-là, le soir même, les bombardements recommençaient. Les bombardements intensifs, etc. Alors, avec mes collaborateurs, je dis, on va partir, parce qu'ils vont fermer de nouveau tout. Tu crois ? Oui, on va partir. Demain matin, on part. Et nous sommes partis, c'était le 6 mai. Nous sommes partis directement sur le poste de Rafah. Nous sommes arrivés au poste de Rafah, ça commençait à tirer de tous les côtés. Pourquoi ? Parce qu'une partie des Palestiniens ont voulu quitter en même temps Rafah pour aller en Égypte se protéger. Les Égyptiens ont commencé à tirer en l'air pour les calmer parce qu'il y avait déjà une panique, etc., une émeute au niveau du poste. Alors je dis, c'est fini, on ne pourra pas sortir. Parce qu'ils avaient fermé la frontière, les Égyptiens. Donc on ne va pas pouvoir sortir. Et puis on a attendu, et au bout de 2 heures, ils nous ont laissé sortir que les étrangers. Et donc nous sommes sortis. 3 heures après, les chars israéliens étaient à Rafah. Ils ont complètement détruit le poste frontière de Rafah. Je dis bien, il était tout neuf. Ils ont complètement détruit le poste. Et il est fermé depuis le 6 mai. Et maintenant, bien évidemment, après, nous étions obligés de passer par Karem Shalom, c'est-à-dire par Israël. Un seul poste frontière, le poste de Karem Shalom. Et les Israéliens contrôlent strictement tout. Tout. Si bien que depuis cette date, j'ai demandé 3 fois, en passant par l'ONU, l'autorisation de rentrer. Les Israéliens ne nous laissent plus rentrer. Et en tout cas pas moi. Je ne fais pas partie des personnes à gratin. Donc ils ne nous laissent pas rentrer. Là-dedans. Nos centres, bien évidemment, fonctionnent. Et puis après, il est apparu la nécessité de l'eau. Parce qu'ils détruisaient systématiquement les canalisations d'eau. Et la population se retrouvait sans eau. Durant l'été, il y avait énormément de problèmes de peau. Ce qu'on appelle la bourbouille, pour ceux qui ont fait l'Afrique, etc. Lié à la chaleur, les enfants sous les tentes, la température montait à 39, 40 degrés. Les enfants transpiraient beaucoup. Et la transpiration, quand elle était excessive, bouche les canaux, sudoripares, et font des espèces de boutons. Et ça gratte. Et les enfants se grattent et ça s'infecte. Et il y avait énormément de problèmes d'eczéma, etc., par manque d'eau, par possibilité de prendre des douches, etc. Tout l'été était comme ça. Et est apparu en même temps la poliomyélite. Et puis il y a eu le problème de la vaccination. Il a fallu négocier avec les Israéliens la possibilité de vacciner. Ils ont refusé de faire une trêve. Ils ont fait des pauses de 3 jours selon les zones pour que nous puissions vacciner. Jamais, vous comprenez, jamais, on a vu une telle horreur. Aucun manque de pitié, de compassion. Les évacuations aussi, refus d'évacuer les blessés les plus graves que nous avions, tous les brûlés, chez les enfants,
Une brûlure à plus de 20% chez un enfant est considérée comme une brûlure grave, 50% chez l'adulte. Les brûlés nécessitent des soins très particuliers, impossible de les donner. Tous les brûlés à plus de 20% sont morts. Chez les adultes, plus de 50% morts. Les patients dialysés, morts. Les patients cancéreux, morts. Morts. Alors quand on vous dit qu'il y a plus de 50 000 morts, c'est faux, il y en a bien plus. C'est pas moi qui le dis, c'est le Lancet, une des revues scientifiques les plus importantes dans le monde, bien évidemment. Et les gens qui sont sous les décombres, par manque de moyens, par manque de gasoil, de diesel, etc., pour aller les chercher, les familles mettaient des panneaux avec le nom des personnes de leur famille qui étaient sous les décombres, en espérant un jour pouvoir les sortir. Et maintenant, il y a eu cette trêve, cette négociation. Les choses se faisaient. Alors bien évidemment, le Hamas profitait de cela pour bien montrer sa puissance. Au fond, après avoir 17 mois, c'est quand même avec eux qu'ils étaient obligés de négocier. Et cela montrait bien qu'au fond, les Israéliens, après ces 17 mois, n'avaient pas réussi à éradiquer le Hamas. Et de toute façon, le Hamas, ils ne l'éradiqueront jamais. Parce que dès qu'il y a quelqu'un du Hamas qui meurt, il y a un jeune pour prendre l'arme, à son tour. Et donc, il y aura toujours le Hamas. Toujours. Et ces jeunes demandent, qui sont là, qui n'ont plus d'études, plus de possibilité de travailler, ni rien, ils sont prêts à se battre, c'est-à-dire à résister pour eux. Et donc, c'est évident qu'ils ne pourront jamais éradiquer le Hamas. Et donc, ils ne peuvent que négocier avec le Hamas. Et c'était ce qui était en train de se faire. Et au fond, les otages étaient en train d'être libérés. Alors le Hamas en profitait bien évidemment pour déployer sa force. Mais c'est de la propagande. Les Israéliens le font bien de leur côté. C'est à la fois de montrer, etc., entre les uns et les autres. Puis d'un seul coup, alors que les choses, on a passé dans la deuxième phase des négociations, du plan, d'un seul coup, les Israéliens disent c'est terminé. Cette mascarade est terminée. Maintenant, vous les libérez tous, ou je vous massacre et je vous déplace. Voilà. Et donc, ils ont fermé, il y a 10 jours maintenant, plus rien ne rentre, d'accord ? Plus rien ne sort. Ils sont bombardés, ils ont commencé à 2h du matin, les gens étaient en train de dormir. Une véritable horreur. Le personnel que nous avons sur place était terrorisé. Et jusqu'à aujourd'hui, comme ils ont peur des bombardements de nuit, ils se couchent habillés. Pour éventuellement, s'ils doivent courir, se sortir, etc., qu'ils ne soient pas en pyjama. Donc ils dorment habillés. Dans le nord, bien évidemment, les Israéliens enfermés. La population qui était partie de Rafah vers le nord, retournée chez elle, se retrouve coincée maintenant. Il n'y a plus de nourriture qui rentre. Et dans le nord, la famine va commencer. À Rafah, il reste encore de la nourriture. Jusqu'à quand ? Parce que les prix sont excessifs de toute façon. Donc, là maintenant, il se vit quelque chose de terrible. Il se vit quelque chose de terrible. Il bombarde des hôpitaux. L'hôpital Al-Nasser, qui est un hôpital cancérologique, a été détruit. D'accord. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand vont-ils vouloir les massacrer tous ? Mais jusqu'à quand ? Si personne ne l'arrête. Et je le dis à M. Macron encore une fois, le minimum devant ce qui se passe, ça n'est pas de condamner seulement qu'avec des mots. Maintenant, il faut un geste plus fort. Au moins, au minimum, convoquer l'ambassadeur israélien, convoquer aux affaires étrangères françaises, le convoquer pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Rappeler notre ambassadeur. Demander à ce que tous les pays européens rappellent leurs ambassadeurs. Isoler Israël sur le plan international. Dire que c'est un État paria, un État qui ne respecte pas le droit humanitaire, un État qui ne respecte pas le droit international. Il faut l'isoler de la scène internationale. Nous ne pouvons pas continuer à discuter avec un État qui ne respecte rien. Il faut que nous marquions de quelque façon que ce soit notre désapprobation.
Le minimum, ce serait de faire ça, de rappeler nos ambassadeurs européens. Le minimum. Mais non. Mais non. En 2017, je devais aller à Gaza et j'avais obtenu l'autorisation d'aller à Gaza. En 2017, il y avait des élections. Je suis passé par Tel Aviv. Il y avait des élections législatives en Israël et j'ai une photo que je n'ai pas encore publiée sur un gratte-ciel de Tel Aviv. D'un côté, le long du gratte-ciel, une énorme photo de Netanyahou serrant la main de Trump et de l'autre côté, la même grande photo, Netanyahou serrant la main de Poutine. Si vous cherchez les connivences, vous les avez. Et maintenant, elles sont affichées par Trump et Poutine contre l'Ukraine. Contre l'Ukraine. Nous sommes à un moment, sur le plan de notre humanité, un moment historique. La moyenne d'âge, vous êtes de ma génération. Vous êtes de ma génération. Nous devons mobiliser notre jeunesse. Nous devons mobiliser notre jeunesse. Parce que c'est leur monde à eux, dans lequel nous allons nous ouvrir là maintenant. Que nous avons plus à faire dans le XXIe siècle, à lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons à partager ce que la Terre est capable de nous donner. Nous devons collaborer et non pas nous lutter les uns contre les autres. Nous avons à mettre en valeur les valeurs fondamentales de notre humanité, la fraternité, la tolérance, la bienveillance. C'est ça le message que nous devons porter. Et les Palestiniens, d'accord ? Bien évidemment, ils nous donnent une leçon de résistance. Vraiment. Je vous remercie.